Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview Work 3.0. Aujourd'hui, nous allons parler de management bienveillant et même du manager bienveillant 2.0 avec Gaël Châtelain-Berry. Bonjour Gaël. Bonjour Anthony. Gaël, tu es l'auteur de ce livre dont on va parler aujourd'hui, mais tu n'es pas que ça, tu es aussi un conférencier, chroniqueur, l'hôte d'un podcast extrêmement écouté, Happy Work. Et j'imagine bien que tout ça a été nourri aussi par quelques années à l'intérieur même de l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Alors, je vais le faire court. J'ai été pendant 20 ans en entreprise. J'ai également créé des entreprises. J'en ai créé 2 dans mon parcours. J'ai également été musicien professionnel. Mais ce qui m'a surtout nourri pour ce genre d'ouvrage, c'est mon parcours en entreprise, donc dans les grands médias, TF1, Canal, Énergie, dans le service public également, où j'ai géré des équipes de plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est très ancré dans le réel. Et maintenant, du fait de mon activité, ça fait 8 ans que je fais le métier de saltimbanque. J'ai aussi un gros blog sur lequel les gens m'envoient beaucoup de témoignages et je rencontre beaucoup de dirigeants et de salariés. D'accord, donc ça continue d'alimenter, d'enrichir ta réflexion. Ouais. Donc, ce qui nous a conduit donc à cette update du manager bienveillant, le 2.0, sachant que tu avais défini le manager bienveillant 1.0, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a conduit à l'émergence de ce nouveau manager ? Alors, en fait, c'est une histoire personnelle. Ma dernière expérience professionnelle a été plutôt assez hardcore. Donc, j'ai décidé de tout arrêter, de plus travailler en entreprise et de faire je savais pas quoi à l'époque. Et il se trouve que j'ai écrit un moment un article sur LinkedIn qui s'appelle toujours d'ailleurs le manager bienveillant, l'avenir du management. Il se trouve que c'est toujours l'article le plus lu de l'histoire de LinkedIn France. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être un sujet quand même. Et donc, un peu par hasard, j'ai créé ce concept de management bienveillant. En fait, c'est pas créé, c'est juste j'ai théorisé et j'ai mis sur le papier des choses que je faisais moi-même de façon naturelle en tant que manager. Donc, c'est né comme ça. Puis est venu le premier livre, Mon boss est nul mais je le soigne, dans lequel justement j'expliquais véritablement ce que c'était. Et puis, la suite est venue naturellement. Mais le management bienveillant est né d'un hasard. D'accord. Et donc, le 2.0, il est né quand même d'une séquence forte qu'on a tous vécue, qui a transformé les habitudes de travail. Quelque peu. Oui. J'ai rajouté avec la pandémie, notamment tout ce qui est management à distance, tout ce qui est télétravail, beaucoup plus insisté sur la notion de bien-être. Oui. Parce que malheureusement, le bien-être au travail ne s'améliore pas, voire est de pire en pire. Donc, c'est pour agir sur ces sujets-là. On est un des pires pays quand même en termes de mal-être au travail, la France. On est numéro 2 mondial du burn-out, derrière le Japon. Au moment où je te parle, il y a 2 millions... C'est pas une fierté, oui. Non, c'est pas... Non. Au moment où on se parle, il y a 2,5 millions de salariés qui sont en burn-out sévère. Donc, on parle quand même de quelque chose de massif. Et il aura fallu la baisse du chômage, le quiet quitting, la grande démission, etc., pour que les entreprises commencent à réaliser que pour que les gens restent, pour attirer les talents, la première chose à faire évoluer, c'est le management, parce qu'on quitte pas une entreprise, on quitte un manager pour dans plus de 50% des cas. Donc, c'est vraiment une clé qui est très importante. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très développé dans ton livre, et ce qui est assez intéressant, c'est d'ailleurs même la définition, tu reviens même aux bases de ce qu'est le management. D'ailleurs, j'ouvre une page que j'avais marquée, parce que la question peut être un peu volontairement provocatrice. Les managers sont-ils vraiment utiles aujourd'hui ? Alors, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est surtout que tu questionnes la question de la prise de décision, des modèles de prise de décision. Est-ce que tu peux nous donner ta vision là-dessus ? En fait, il y a un concept qui m'a toujours énervé, c'est l'entreprise libérée. Mais vraiment, où on suppose que l'entreprise peut fonctionner sans manager. Or, notamment sur la prise de décision, c'est si jamais la décision peut être collective, partagée, ça c'est pas un problème. Mais si jamais la décision s'avère être une mauvaise, il y a un phénomène humain qui fait qu'on va devoir trouver un coupable. Voilà, c'est où chacun va se décharger. Donc, voilà. Un manager, c'est toujours ce que je dis, il doit mettre en lumière son équipe quand ça marche bien et assumer toutes les conneries de son équipe. Donc, si une décision était mauvaise, c'est au manager de prendre ça et de protéger. Ça le parapluie dans le livre. Exactement. C'est ça. Okay. Ouais, complètement. Ouais, ok. Ce que tu mets aussi en exergue, c'est notamment la dimension profondément humaine du management, notamment tout ce qui relève de l'émotion, la gestion des émotions. Tu as une phrase qui m'avait fait sourire justement, où il y a souvent dans ce livre en fait la comparaison entre le management du siècle dernier, des années 80,
et tu écris le bon salarié, le bon collaborateur des années 80 était quelqu'un d'imperturbable, sans émotion, etc., etc. Ce qui, je pense, dans certaines entreprises, correspond encore à la fiche de poste d'un bon salarié. Donc toi, tu t'inscris complètement faux par rapport à ça. À ceci près que, alors, moi, j'ai connu ce management parce que j'ai commencé à travailler au siècle dernier. Ma génération, on a beaucoup entendu de la part de managers, dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ta place. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Ce sont les salariés qui peuvent dire à leur manager, dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter. Donc, tous les paradigmes ont été inversés. Et ce qui fait que les managers n'ont pas le choix. Ils doivent évoluer vers plus d'humanisme, plus de bienveillance, plus d'attention, plus de politesse. Enfin, par exemple, un chiffre qui est toujours étonnant, c'est une des premières sources de démotivation des salariés en France, c'est le fait que leurs managers ne leur disent pas bonjour. C'est-à-dire qu'on en est à ce stade-là. C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand théoricien. Je reviens juste à des basiques, bon sens. Des fondamentaux, du bon sens. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est aller travailler sans avoir la boule au ventre. Bien sûr. Ensuite, on va parler de sens, on va parler de toutes ces choses-là, mais déjà, le niveau 1, je n'ai pas peur de mon manager. Donc là, ce que tu évoques, ce que tu appelles de TVE aussi, c'est un changement de cadre de référence, de valeur dans l'entreprise. Ça m'évoque notamment, on avait reçu sur ce plateau il y a quelques mois deux représentants de l'IFOP, Romain Ben David et Flora Baumelin, qui avaient écrit un livre qui s'intitule « Les chemins de l'égalité », dans lequel ils rentraient dans les causes très multidimensionnelles des écarts entre les hommes et les femmes. Et une des causes qui étaient décrites, c'était que le monde professionnel est quand même très impacté, très porteur de valeurs masculines. Et donc, du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que tu penses que tout ce que tu prônes dans ton livre, cette remise en cause de vieux schémas, peut justement favoriser davantage d'égalité, puisque finalement, on va remettre un peu au centre, dans cette relation de management, l'humain, l'émotion versus... C'est marrant que tu me poses cette question, parce que le livre d'avant celui-là, c'était un roman qui s'appelait « Soit un homme, ma fille », où une femme décide de se faire passer pour un homme pour réussir à faire carrière. D'accord. Donc oui, les codes sont masculins, bien sûr, ils sont masculins, et oui, un manager bienveillant est attentif à ce genre de questions, mais à l'inclusion en général, pas que l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur tout à fait, oui. les questions de couleur de peau, de religion, d'orientation sexuelle, enfin toutes les situations. Et être un manager bienveillant, c'est penser à ça, et y prêter attention et être capable d'aller se battre pour ça. Quand j'étais manager, l'égalité des salaires femmes-hommes, j'avais pas attendu que ça devienne un grand sujet. Légiférer. Non, mais pour moi, c'était une évidence. J'ai été éduqué comme ça. Et parfois, c'est juste une question de bon sens et d'éducation. Et oui, le manager a un impact comme ça. Et sur ça, et quand un manager dit « moi, j'y peux rien à mon niveau », je dis « si, tu as le droit de dire non à ton patron. Mais je vais me faire virer. Et alors Bon, il faut avoir le courage, parce que dans le manager bienveillant, il y a aussi la notion de courage managérial. Et ça, c'est une denrée qui est un peu plus rare. La capacité à s'opposer et à se dire je fais passer l'intérêt de mon équipe avant le mien propre. Je crois qu'il y a une forme d'humilité dans la bienveillance. C'est fondamental. Il y a même des tests dans mais tout à fait. Il y a plein de choses dans ça. C'est assez intéressant. Tu parles aussi, j'ai trouvé ça intéressant, en fonction de la taille de l'entreprise, donc entre la start-up, les pizza teams, etc., et les grandes organisations extrêmement processées. Est-ce que tu penses que ce manager bienveillant 2.0, il a de l'espace pour se déployer dans tous les types d'organisations? Mais il doit l'être. Et le drame, c'est que pendant des années, on nous a présenté le modèle des startups comme un modèle hyper fun. En fait, on s'aperçoit que le mal-être dans les startups est absolument fou. Et autant les générations Y adoraient aller dans les startups, les Z, donc les petits frères et les petites sœurs, ne veulent plus aller en startup. Et les startups ont des vrais problèmes de recrutement, parce que souvent, au moment de la première levée de fonds, les fondateurs et fondatrices qui géraient 5-10 personnes à la One Again, hyper sympa, on joue au baby-foot et on est cool et on compte pas nos heures. Quand on commence à avoir 50, 100, 200, 300 personnes qui pètent un câble. Et il y a des situations humaines absolument dramatiques. Et c'est pas parce qu'on fait une soirée tous les jeudis soirs avec tous les collaborateurs et collaboratrices qu'on est bienveillant. Donc c'est aussi quand même il y a beaucoup d'espoir dans ce livre. C'est ce que j'ai ressenti sur le fait que le changement commence déjà par chacun d'entre nous, à tous les niveaux dans l'entreprise. Tu sors un prochain livre, je crois? La semaine prochaine, tout à fait. Happy Work. Donc là, qui reprend pas mal de thématiques de ça, mais qui s'adresse pas que aux managers, parce qu'effectivement, en tant qu'individu, que ce soit manager ou manager, on peut travailler sur notre bien-être au travail.
trop souvent, quand on a un manager qui peut être malveillant ou en tout cas pas forcément bon, on se dit c'est trop la loose, mais on peut agir. Et c'est l'idée de ce livre, c'est de donner les clés à tout le monde pour bien vivre son travail, à commencer par sa vie personnelle. Par exemple, arrêter de snoozer. Je ne sais pas si tu snoozes tous les matins. Tu fais partie de ces gens. Je le confesse. Mais voilà, mais ça fait partie. Tu sais, il y a 64% des Français qui le font. Et je parle toujours de cet exemple parce qu'il semble tout simple. Mais les gens qui snoozent, leur première pensée de la journée, c'est le boulot. Alors que si tu as un rituel, tu commences ta journée en pensant à toi. Je crois que tu as des enfants, donc à tes enfants. Et de commencer avec quelque chose qui te fait plaisir, au lieu de penser au boulot. Donc tu dois être archétypique, donc également regarder peut-être tes mails dans les 30 premières minutes après ton réveil, histoire de se rajouter une couche de stress. Donc ce livre, c'est un peu ça, c'est de donner des clés extrêmement simples. Je sais, comme ce livre, encore une fois, j'ai pas inventé l'eau chaude. Par contre, je suis très pragmatique et je pense qu'il faut impérativement sortir de ces grandes théories qui certes sont jolies sur le papier, mais qui sont inapplicables. Moi, j'essaye d'amener des outils qui permettent dès demain, d'évoluer, de changer pour du mieux. Écoute, merci beaucoup Gaël. Avec grand plaisir. C'est absolument passionnant. Je conseille vraiment à toutes et à tous de lire ce livre, de faire tous les petits tests aussi. C'est très très intéressant en attendant donc le prochain. Merci de nous avoir suivis pour cette interview Work 3.0. Vous pouvez retrouver cette interview ainsi que toutes les autres sur notre chaîne YouTube ou sur nos podcasts. Je vous dis à bientôt.